Bon, moi, je suis Florent Blanchard, je suis tout jeune PHC en équipe mobile d'infectieux à Cochin. C'est assez drôle d'être là parce que, encore pas si longtemps de ça, j'étais de l'autre côté. Bref, merci Pauline de m'avoir invité. Et on va parler un peu d'infectieux ce soir. Et puis, moi, c'est Michael T. Je suis un des chefs de clinique en maladie infectieuse à Bichat actuellement. Je suis anesthésiste animateur de base, c'est ma particularité. Et donc, c'est pour ça que j'ai longtemps fait partie de la JAR. Donc, j'étais jeune à l'époque aussi. Et donc, voilà, merci aussi, Pauline. Et l'objectif, c'est que ça soit interactif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous couper. Parce que parfois, on s'emballe un peu. Hein, vous verrez en infectieux. Et donc, il ne faut pas hésiter. Ouais. Ok, donc c'est bon pour tout le monde, ça va? Parfait. Donc, en pratique, on a axé le topo de ce soir sur 3 axes. On va faire un peu de physiopathologie de la résistance pour essayer de comprendre un tout petit peu les choses en étant très simple. On va parler du staph doré et des entérobactéries, un peu de pio. Et on va surtout axer la résistance sur le bêta-lactamine. On n'aura pas le temps de parler de tout le reste. Je pense qu'il pourrait faire une année de cours sur ça, sans aucun problème. On va vraiment repartir de la base, parce que je ne sais pas le niveau des gens. Je ne sais pas en quel semestre vous êtes. Et donc, pour ça, on va commencer très simple. On va faire première question. Citez-moi les familles de mécanismes de résistance qui existent parmi les bactéries, les grandes familles. Qui n'ont pas noté de trucs, il y a le lien. Là. Vous avez le droit à… Normalement, il y en a 4. Je vous aide. Encore en cours. Merde. Ça ne marche pas. Ah bah là, il va falloir interroger en pratique. Hein. Pourquoi c'est connecté? Ah, je sais, attends, parce qu'en fait… Non, mais c'est quoi connexion? Quoi une connexion? C'est déconnecté. Hop là, c'est bon là? Oh. Ah bah voilà, c'est un peu long. C'est mon Wi-Fi à moi. Bon, on fera comme ça sera bien aussi. Par contre, je suis pas sûr qu'on va avoir la réponse. C'est bon. Arrive. Oula. Ah bah, je suis plus connecté. Non, pourtant, j'ai rien fait. Bon, problème technique. On recommence. Il y a des gens qui ont répondu? Oui. Merde. Ah, bah oui, il y a plein de gens qui ont répondu. Je vais repartager. Ah oui, parce que du coup, il ne va pas. Bon, bah là, ça marche. Je partage tout. Ouais. Hop, partage tout ton écran. Tout mon écran? Bon, je fais ça. Tu vas arrêter là. Tu choisis ton truc. Tu fais ça. Desktop 1. Ouais, desktop. Ça, ouais. Si je fais ça, ça bouge? Tu vois, ça partage. Ça bouge pas en fait. Ça partage. Ouais, mais j'ai plus le diapo maintenant. Réaffiche-le. Ouais, mais ça partage pas le diapo en fait. Il est où? Voilà. Tu vois? Ouais. Donc, ça partage pas. Si ça grave. Ça partage ou ça? Ah oui, d'accord. Ok. Bon, allez, on y va. Réponse? Bon, bah super. Vous m'avez cité les 4 là. Ok, note. Oui, je sais. C'est pas grave. Hop, vas-y, on s'en fout. Ça, c'est la suite. Voilà. Hop. Ah, c'est chiant ça. C'est où? Bah, j'ai ma tête là. Bon, donc on en avait un 4. Il y en a 4. Il faut toujours réfléchir comme ça devant un mécanisme de résistance. C'est modification de la cible, la dégradation enzymatique, donc tout le monde connaît à peu près les choses, les flux et l'imperméabilité. Tout ça, c'est vrai, en particulier chez les grammes négatifs. Chez les grammes positifs, c'est un peu différent. Ici, vous avez représenté donc, les 2 membranes d'un gramme positif et d'un gramme négatif.
Le gram positif il a la particularité d'avoir un gros peptidoglycane et une membrane interne. Le gram négatif, il va avoir une membrane externe, un petit peptidoglycane et une membrane interne, la membrane cytoplasmique. En pratique, la différence entre ces deux-là, c'est qu'ici, il y a une membrane qu'il faut traverser. Donc, l'antibiotique, il ne peut pas traverser la bicouche lipidique en dehors d'être lipophile. Et pour ça, s'il n'est pas lipophile, il va falloir qu'il passe par des porines. Il va falloir qu'il passe par des porines. Et en plus, on va avoir ici un espace périmembranaire qui est assez réduit, qui va permettre à ces bactéries de faire de l'efflux et donc d'évacuer l'antibiotique de l'espace où il y a sa cible, particulièrement chez les bêta-lactamines. On va voir tout ça après. Gramme plus, gramme moins, je fais un résumé très rapide. Ici, vous avez les différentes bactéries. Vous regarderez ça sur le PowerPoint qu'on vous donnera après. Très sincèrement, il n'y a rien de nouveau. Comme on l'a dit, il y a ces 4 mécanismes. Et chez le gramme moins, on a cette double membrane, une membrane externe, le peptidoglycane et la membrane interne. On va complexifier un tout petit peu les choses en rajoutant une porine et une pompe à efflux. La porine, c'est un simple canal. L'antibiotique, il rentre par ce canal, comme beaucoup d'autres choses, comme tous les nutriments. En pratique, la bactérie, elle ne peut pas vivre si elle n'a pas de porine. Donc, une bactérie avec une imperméabilité totale, c'est-à-dire sans porine, en fait, elle est morte. Donc, il y a forcément un moment où il reste des porines. Après, les antibiotiques, ils passent plus ou moins dans certaines porines. Et donc, on peut devenir résistant en mutant certaines porines. De l'autre côté, on a la pompe à efflux. La pompe à efflux, c'est un mécanisme actif. Il faut forcément qu'elle soit liée à une pompe à ATP et ça demande de l'énergie à la bactérie. Donc, si ça demande de l'énergie à la bactérie, dès qu'elle va se retrouver en situation où elle est plus exposée à un danger, elle va arrêter d'utiliser ces pompes à efflux. Et ces pompes à efflux, dans la nature, elles servent à plein de choses. Elles servent à évacuer les métaux lourds, elles servent à évacuer tous les toxiques qui sont toxiques pour la bactérie. Si on se concentre sur les bêta-lactamines, la cible des bêta-lactamines, c'est les PLP. Les PLP, elles sont situées dans le peptidoglycane, elles participent à sa formation et surtout à son maintien. Quand on a un antibiotique, n'importe lequel, typiquement une pénicilline là ici, la pénicilline, elle va rentrer par la porine et elle va aller se fixer sur la PLP. L'objectif, c'est d'avoir une certaine concentration d'antibiotiques à un temps T pour pouvoir être efficace et être soit bactériostatique au minimum, soit bactéricide. La bactérie, pour lutter contre ça, donc elle va soit empêcher que l'antibiotique rentre par la porine, soit le faire sortir par les flux, soit utiliser une enzyme qui va venir dégrader l'antibiotique. Et finalement, si on se retrouve en dessous d'une certaine concentration, eh ben, l'antibiotique ne va plus être efficace. Ça peut être expliqué par plusieurs mécanismes, et en particulier plusieurs mécanismes en même temps. Et c'est ça qui va complexifier un peu les choses, c'est qu'on peut avoir à la fois une enzyme, à la fois un peu des flux, et juste l'enzyme tout seul ne va pas être responsable de quoi que ce soit en termes d'antibiotiques, parce qu'on va dégrader un petit peu d'antibiotiques, mais il en restera suffisamment à un temps T pour avoir une action. Si on rajoute en plus de ça un efflux, là, on devient résistant. Donc souvent, c'est des résistances qui sont ce qu'on appelle de bas niveau, c'est-à-dire qu'une résistance tout seul ne fait pas grand-chose en termes ne fait pas grand-chose sur les bactéries en termes de résistance aux antibiotiques. Par contre, c'est l'accumulation de toutes ces résistances qui font des choses. Pour lutter contre les pénicillinases, on a deux choses. Soit on utilise un inhibiteur. L'inhibiteur, il va prendre la place de l'antibiotique. Il va avoir une meilleure affinité pour la pénicilline. Et donc, au lieu de dégrader de l'antibiotique, on va dégrader de l'inhibiteur. On récupère une concentration suffisante en antibiotique. Ça va avoir un impact après. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, on a une quantité donnée d'inhibiteurs. Et au bout d'un moment, si on a une action trop forte de la pénicillinase, on va après agir sur l'antibiotique en lui-même. La deuxième façon de s'en sortir face à une pénicillinase, c'est d'avoir un antibiotique qui ait une faible affinité contre la pénicillinase et qui résiste très bien à l'hydrolyse, typiquement une céphalosporine. Justement, on va parler un peu de bêta-lactamine et de spectre d'action. Ici, vous avez représenté toutes les bêta-lactamines qui existent. Toutes les bêta-lactamines qui existent. De la plus petite pénicilline qui existe, la pénigée tout en haut à gauche, qui marche uniquement sur des grammes positifs. La péniv, qui est en fait ni plus ni moins que de la pénigée, mais orale. La pénia qui va récupérer une petite action sur les grammes négatifs. Première action, typiquement sur les colis sauvages. Et la péni-M, qui est ni plus ni moins que de la pénia, mais qui résiste à la pénicillinase du staph. On verra ça tout à l'heure. Et après, vous avez deux autres pénicillines, l'urézolido et la carboxypénicilline, qui, eux, ont une meilleure action sur les grammes négatifs et en particulier une action sur le pio.
Ensuite, plus on va avancer vers les céphalosporines, plus elles vont perdre en activité gramme plus et elles vont gagner en activité gramme neg. Et le maximum de cette perte, c'est finalement la ceftazidime qui n'a plus aucune activité gramme plus. La ceftazidime et l'astréonam qui est en bas, qui est un monobactam, qui est un truc à part, qui nous plaît beaucoup, nous anesthésistes, parce que c'est pas du tout allergisant. Donc, on peut l'utiliser sans aucun problème. L'astréonam et la ceftazidime, c'est deux choses qui sont extrêmement proches. D'ailleurs, si vous avez une allergie à la ceftazidime, bah, vous avez une réaction croisée avec l'astréonam. Donc, c'est la seule contre-indication à utiliser de l'astréonam. Et donc, ces deux médicaments, ils ne fonctionnent pas sur les grammes plus, ils ont uniquement une action gramme neg. Donc, si vous utilisez de la cefta ou de l'astréonam, il faut utiliser un anti-gramme plus si jamais vous avez un patient qui peut avoir une infection gramme plus. Et derrière, ensuite, à partir de la C4G, on récupère une action gramme plus, d'où l'avantage de ces céphalosporines, avec le cefepime qui récupère principalement une action sur le streptocoque, très peu sur le staph, et les 5,5G qui vont récupérer une bonne action sur le staph, en particulier sur le SARM, on verra ça un peu après. Les carbapénem, c'est très bon anti-gramme plus. Je dis pas que, enfin, attention, ne faites pas dire un truc là que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut traiter un streptocoque pénicilline sensible avec du méropenem, mais c'est un super antibiotique. Et pareil, sur le staph, ça marche super bien. Et enfin, en bas, vous avez le céphidérocol, qui est un mécanisme complètement à part, qui principalement fonctionne sur les grammes moins, qui est une toute petite activité anti-gramme plus, mais vraiment minime, voire négative, voire négligeable. OK, on a une infection urinaire, vous avez une Klebsiella pneumoniae, vous verra après les entérobactéries. Cette Klebsiella, elle est sauvage, elle a une pénicillase de bas niveau, elle a été traitée par augmentin. Dans les jours qui suivent, il y a une récidive de cette infection urinaire, on refait un ECBU, on retrouve 7 antibiogrammes. Donc là, vous pouvez retourner sur votre clap, on va essayer de le faire fonctionner, et vous allez me dire quel est le mécanisme de résistance de cet antibiogramme. Je vous remets l'antibiogramme là. Allez, tout le monde a voté? Dernier résultat. OK. Acquisition d'une pénicillase de haut niveau. Donc, tout à fait, c'est une pénicillase de haut niveau. Ici, dans ce cas-là, en pratique, la Klebsiella pneumoniae, elle a une pénicillase de base. Vous mettez un inhibiteur, il se passe sur la diapo. L'inhibiteur est bouffé et l'antibiotique est en concentration adéquate à intenter pour que ça fonctionne sur les PLP. Si à côté de ça, vous rajoutez beaucoup plus de pénicillinase, il y a un moment où tous les inhibiteurs vont être consommés. Derrière, s'il reste encore de la pénicillinase, il n'y a pas de problème. La pénicillinase va se balader sur l'antibiotique. Et donc, l'antibiotique, il va se retrouver en concentration plus suffisante pour avoir une action. Et donc, on devient résistant. On devient résistant, comme on l'a vu sur l'antibiogramme précédent. On va arriver. Amoxicilline, amoxiclave, on perd l'efficacité de l'acide clavulanique. Ticartine, acide clavulanique, pareil, on perd l'activité de l'acide clavulanique. Tazobactam, il est I, parce que le tazobactam, il a une action plus forte que l'acide clavulanique, et donc souvent, il est conservé plus longtemps. Vous pouvez même avoir une action pipé tazo S dans ce cadre-là. C'est juste une histoire de concentration. Ouais, c'est juste une histoire de concentration. En fait, ça va être la question d'après. Vous allez m'expliquer pourquoi on a plus de passes dans ce cas-là. On y arrive, on y arrive. On y arrive et je vous passe à Woodclap. Donc, vous allez me dire, est-ce que c'est une mutation liée à la pénicillinase naturelle de la Klebsiella ou est-ce que c'est une acquisition d'un plasmide de résistance? Allez, il en reste 4 à voter là. Non, on ne se prononce pas. Hop, allez. Bon, bah au moins c'est bien, vous ne serez pas venu pour rien. Non, en pratique, c'est l'acquisition d'un plasmide de résistance. La mutation, je vais y arriver, hein, c'est compliqué pour un peu. Ça, c'est une Klebsiella. C'est une Klebsiella, et là, vous avez le chromosome en blanc, avec en jaune le gène qui code pour une pénicillinase. Ce gène, il est exprimé, il y a une quantité 1
de pénicillinase qui est produit. Pour avoir une efficacité plus importante, il faut qu'il y ait de cette résistance chromosomique, il faut qu'il y ait une transmission verticale d'une mutation, donc il faut qu'il y ait une mutation sur le chromosome qui fasse que la bactérie devienne, la pénicillinase devienne plus puissante et hydrolyse plus de gènes, ou qu'il acquiert par exemple une BLSE. Ça peut arriver, c'est assez rare. Le plus souvent, c'est l'acquisition d'un plasmide. Quand on a une acquisition d'un plasmide, cette fois-ci, on va avoir une transmission horizontale, c'est-à-dire que c'est une bactérie d'à côté qui va transmettre le plasmide à notre bactérie, notre Klebsiella. En pratique, il n'y a pas besoin de génération de bactéries filles pour acquérir de la résistance. Il suffit juste qu'elle rentre en contact avec une bactérie qui a un plasmide qui fait de la pénicillinase. Et la particularité de ces plasmides, c'est qu'il y a de multiples copies du même gène. Et donc, souvent, quand on fait une lecture d'un plasmide, au lieu d'avoir une seule copie de la pénicillinase, on va en avoir cette fois-ci 5 plus notre pénicillinase chromosomique 6. Et souvent, il n'y a pas un seul plasmide, mais il y en a plein. Et donc, au lieu d'avoir une copie de la pénicillinase, on va en avoir 16 copies. Ce truc-là fait qu'on va acquérir une pénicillinase qu'on appelle de haut niveau. Et donc, on va devenir résistant aux inhibiteurs. On change de bactérie. Cette fois-ci, on a une PAVM, vous êtes en réanimation et vous avez un entérobactère cloaqué. L'entérobactère cloaqué, c'est un groupe 3 parmi les entérobactéries, vous verrez ça tout à l'heure. Et cet antibiogramme, il est sauvage puisqu'il y a une céphalosporinase inductible. Vous avez traité cet entérobactère cloaqué avec du céfotaxime, donc une C3G, du claforant. Le patient s'améliore et puis à J8 de ce traitement, au jour où vous avez arrêté, c'est 7 jours pour le traitement du PAVM, le patient redevient fébrile, il se redégrade du point de vue respiratoire, vous refaites un prélèvement respiratoire X et vous avez 7 entérobactères cloaqués, dont l'antibiogramme a légèrement changé. Et donc cette fois-ci, vous avez toujours la même question. Qu'est-ce qui explique cet antibiogramme ? Bon, là, c'est un peu plus simple. Parfait, super, vous êtes trop fort. Céphalosporinase de haut niveau. On va arriver. Donc, en effet, on a une céphalosporinase de haut niveau. Ça touche toutes les pénicillines. Ce n'est pas rattrapé par les inhibiteurs. La définition d'une céphalosporinase, c'est une ANC, c'est une classe C d'Ambler, vous verrez ça tout à l'heure. Ce n'est pas rattrapé par les inhibiteurs. Donc, ça ne sert à rien de mettre de la tazocilline sur un groupe 3. C'est la même action que la pipée. Si la pipée est rendue R, la tazo est R. Il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, on devient résistant aux céphalosporines. La céfoxytime, elle est toujours résistante, c'est une C2G. Après, les C3G deviennent résistants. La seule qui résiste, c'est le céfépime. Donc, cette fois-ci, vous avez votre antibiotique qui est une case et puis une pase. Vous avez votre antibiotique, pardon, et vous avez votre pénicilline, votre bêta-lactamase qui est une case et puis une pase. Pour lutter contre cette case, vous avez changé d'antibiotique, vous avez une céphalosporine. La case, elle est produite de manière régulée par l'entérobactère cloaqué, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est inductible et pas déréprimée. Il n'y en a pas beaucoup dans l'espace péricytoplasmique. L'antibiotique, il va être hydrolysé par cette case. L'encéphalosporine, elle est hydrolysée par cette case, mais elle est hydrolysée de manière partielle, si bien qu'il reste suffisamment de concentration d'antibiotiques dans notre espace pour pouvoir avoir une action sur nos PLD. Si jamais vous augmentez le nombre de molécules de céphalosporine qu'il y a dans cet espace, donc en étant déréprimé, parce qu'on déréprimé, ça veut juste dire que le gène, qui normalement est réprimé par un gène en amont du gène de la céphalosporinase, ce gène qui réprime le gène de la céphalosporinase, il est inhibé, et donc la céphalosporinase, elle est produite à fond par l'entérobactère cloaqué ou groupe 3. Si bien que vous allez vous retrouver avec plein de céphalosporinases, votre antibiotique dans cet espace, il va être clairement tout bouffé, il va en rester un tout petit peu, mais ça ne sera pas suffisant pour avoir l'action. Comment ça marche? Vous allez me dire le céfépime. Le céphépime, c'est une céphalosporine, ça devrait être bouffé de la même manière. En effet, le céfépime, il est bouffé de la même manière, et quand il y en a beaucoup, le seul avantage du céfépime, c'est que ça rentre hyper facilement dans les cellules. Et donc, on se retrouve en très, très grande quantité, très rapidement, dans votre entérobactérie, si bien que
en fait, vous n'avez quasiment pas d'action, pas suffisamment rapidement d'action de la céphalosporinase pour détruire le céphépime. Et donc, le céphépime a le temps d'agir et de détruire votre bactérie. C'est le seul avantage du céphépime, c'est qu'il rentre hyper bien, c'est une toute petite molécule, ça rentre super bien dans les bactéries. Du coup, vous avez traité par céphépime, et votre Enterobacter cloacae, vous refait une PAVM, et cette fois-ci, il est céphépime R. Question d'après. Comment expliquer ça? Là, vous pouvez répondre à plusieurs questions, plusieurs réponses. Il y a plusieurs propositions potentielles. Je vous ai un peu aidé avant. On y va? Ouh là là. Bon, en soi, vous avez tous à peu près raison. Maintenant, il y a deux mécanismes principaux ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Klebsiella et les Enterobactères, c'est des germes qui sont très peu perméables de base. Donc déjà, de base, c'est quand même un peu compliqué. Vous rajoutez un tout petit peu d'imperméabilité et ils deviennent complètement imperméables à beaucoup de choses. On va y arriver. Pareil. Notre céphépime ici, il y a deux possibilités. Soit ce germe, il acquiert une BLSE. Le céphépime, il est hydrolysé par la BLSE. Ce n'est pas du tout comme la case. Et dans ce cas-là, on devient résistant. Donc, votre Enterobacter cloacae peut avoir une BLSE. Les Enterobacter cloacae BLSE, ça existe. Ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, finalement, c'est ça. C'est ni plus ni moins que j'ai une case et je deviens imperméable. Et là, notre céphépime, il ne peut plus rentrer aussi rapidement qu'avant. Et donc, je me retrouve avec la même concentration qu'une céphalosporine classique qui se fait bouffer par ma céphalosporinase et j'ai plus assez d'antibiotiques et je deviens résistant. Donc, en pratique, il faut toujours réfléchir comme ça. Est-ce qu'en plus, je ne peux pas avoir des mécanismes autres? Ça, dans la boîte, quand on est au laboratoire, ce n'est pas possible de le voir directement. On n'a aucun moyen. Il faut faire des techniques pour savoir s'il y a une BLSE ou s'il y a une céphalosporinase avec de l'imperméabilité. On termine. Vous avez une patiente de 40 ans qui arrive avec de multiples antécédents d'infection urinaire. Elle a été traitée récemment par ceftriaxone. Elle n'a pas de notion de voyage. Elle n'a pas de notion d'hospitalisation. Elle arrive, elle a 7 antidolars. Ça nous ennuie un peu. Et donc, toujours plein de propositions. Deux bonnes réponses. 3. En fonction de ce que vous, si je vous gonfle ou pas. On y va? Ouais. Alors, il y en a une qui ressort, la carbapénémase. Oui, il faut y penser. La carbapénémase, clairement, dans ce cadre-là, il faut y penser. La modification des PLP, vous verrez, en pratique, dans les entérobactéries, il y a très peu de modification des PLP. Ce n'est jamais un mécanisme de résistance vraiment des entérobactéries. Vous le retrouverez plus dans le staph, on en parlera plus tard. Les flux, il y en a particulièrement sur le PIO. Sur les entérobactéries, ça va être principalement de l'imperméabilité et de la et de la bêta-lactamase. Et donc ici, on se retrouve avec deux choses. Soit on a notre carbapénémase, soit on a une carbapénémase. Soit vous avez une carbapénémase qui vient bouffer votre antibiotique, votre céphalosporine, et votre carbapénème. Soit, l'autre solution, c'est que vous avez une BLSE. La BLSE, de base, le carbapénème, il est hydrolysé en partie par cette BLSE. Simplement, il est hydrolysé beaucoup moins qu'une céphalosporine ou qu'une pénicilline. Et donc, vous vous retrouvez en concentration suffisante, toujours dans notre espace comme avant. Si maintenant, vous rajoutez à ça en plus de l'imperméabilité, il n'y a plus assez de carbapénème qui rentre. Il se fait bouffer toujours en même quantité par votre BLSE et il n'y en aura plus assez pour être efficace. Et c'est souvent ce qui se passe. En France, si vous n'avez pas voyagé et tout ça, c'est possible d'avoir une carbapénémase. Vous pouvez très bien avoir chopé ça avec votre frangin qui, lui, a voyagé. Par contre, le plus souvent, c'est une BLSE avec de l'imperméabilité ou alors une céphalosporine avec énormément d'imperméabilité.
c'est largement possible aussi. Et ce qui orientait quand même franchement dans ça, c'est potentiellement qu'en fait, on est un peu sur le méro, sur l'IPNM. Souvent, on est contact quand on a une vraie carve à PNMS. Voilà, ça se présume bien qu'il y a probablement un mécanisme de résistance de bas niveau qui surajoute à quelque chose de plus haut niveau. Bon, on arrête avec nos schémas et nos espaces plasmatiques. En gros, pour faire simple, il faut toujours raisonner avec nos 4 familles de résistance et se poser la question, quand on a un mécanisme de résistance, de quelle est la famille de résistance qui est impliquée dans mon mécanisme de résistance. Ça va avoir plusieurs impacts parce qu'une modification des PLP, ça va souvent condamner l'intégralité de la famille. Une pénicillinase, ça va permettre de hydrolyser une partie de la classe, mais souvent on récupère avec d'autres choses. Et donc, pour s'en sortir, souvent il faut raisonner à ce que l'antibiotique, il faut qu'il soit au bon endroit, à la bonne cible, à la bonne concentration et pendant la bonne durée. Et souvent, quand vous avez compris ça, après, vous arrivez à raisonner avec nos différents mécanismes de résistance. Donc tout ça, c'est de l'intro. Ensuite, on va parler un peu plus en pratique de 2 bactéries, le staph et les entéobactéries. L'objectif, effectivement, c'est que vous ayez une notion, c'est pour flamber un peu quand même dans le stage. Ah, mais ça, c'est de l'effluve. Mais c'est surtout comprendre un peu mieux comment fonctionnent les bactéries, parce que on va faire un petit proverbe de guerre. Qui se connaît et ne connaît pas son ennemi sera victorieux une fois sur 2. Et encore pire, si on ne connaît pas soi-même, c'est-à-dire l'antibiotique qu'on va utiliser, alors là, on... Mais vu qu'on est en NSREA, qu'on aime bien la physiopathe, c'est vrai qu'on a accès un peu physiopathe anti-infectieuse et du coup antibactérienne. Parce que pour le moment, dans notre acte de bactéries, on verra si en bas vous plaît, on pourra faire des niveaux de plus en plus compliqués, avec des germes de plus en plus compliqués. Alors, là, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu as le diaporama, mais tu ne l'as pas sur l'écran.